Bonjour Monsieur Dominique Abongo. Bonjour, Monsieur Kengandou. Bienvenue. Je signale que vous êtes analyste politique et aussi activiste politique qui vivait au Canada. Monsieur Kabongo, on vous appelle pour avoir votre avis par rapport à l'actualité politique du moment. Et vous avez certainement suivi ce qui s'est passé la semaine passée à Kinshasa, la répression violente qu'il y a eu par rapport aux manifestations organisées par les comités laïcs. Quelle lecture vous avez de tout cela du Canada, Monsieur Kabongo? Très bien. D'abord, merci pour la tribune que vous m'offrez et aussi la considération, bien évidemment. Euh, je m'incline d'abord par rapport à toutes les victimes qui sont tombées, tant celles médiatisées mais bien aussi celles qui n'ont pas été médiatisées. Je me réserve de citer les noms, mais je m'incline vraiment par rapport à toutes ces pertes inutiles, malheureusement. Si nous avions en face de nous des gens qui pouvaient être assez rationnels. Mais néanmoins, cela dit, vous voyez bien que le régime en place, je pense qu'on a fait plusieurs émissions, on a touché souvent sur cette fibre sensible. Et c'est depuis 2011, quand ils ont usurpé le pouvoir, en trichant aux élections, qu'ils ont décidé, à partir de là, qu'ils ne quitteront pas le pouvoir, qui n'ont pas l'intention de lâcher le pouvoir. Et tout ce que nous voyons, c'est juste une manifestation de cette volonté de persister au pouvoir, quel qu'en soit le prix. Mais Monsieur Kabon, il se pose clairement un problème de légitimité, je veux dire, par rapport à 2006. On a eu un semblant d'élection à tous les niveaux et même si ce n'était pas aussi parfait, mais à partir de 2011, le cas du Sénat par exemple, il n'a jamais été renouvelé, qui continue à fonctionner. Les gouverneurs des provinces, là, n'en parlons même pas, on ne sait même plus. En plus, les provinces ont été émiettées. Ben, on peut se poser la question du sens même que peut revêtir les mots élection dans ce pays-là au moment où on se prépare encore à y aller. C'est une question très pertinente. Vous voyez que, en fait, dans l'entendement des Occidentaux, des tiers officiels, pour dire cela, euh, le Congo a toujours, donc depuis l'indépendance, si vous voulez, on peut remonter depuis Berlin. Vous voyez qu'il fallait faire du Congo comme un état un espace de libre échange où chacun pouvait venir tirer sa part. Et si vous partez sur cette logique-là et vous voyez tout ce qui se transpose depuis, c'est ça. Vous venez de mentionner le semblant d'élection de 2006. Et depuis là, bon, tout le monde est hors mandat et on trouve des moyens de tirer les choses par des rallonges, des choses qui sont anticonstitutionnelles et anti-juridiques même, on pourrait dire. Et c'est tout simplement parce qu'il y a cette volonté de pouvoir faire du Congo un espace libre où les multinationales tirent leur compte au détriment du peuple congolais qui habite là. Ben, Monsieur Kabongo, il y a aussi cette part de responsabilité qui est aussi la nôtre, parce qu'on peut bien accuser, bon, je vois là, vous parlez de l'Occident, mais et si nous ne sommes pas dominés par l'Occident, ça sera la Chine. Si ce n'est pas la Chine, c'est l'Inde ou bien la Russie. Est-ce que cela nous exonère de notre responsabilité par rapport à la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui? Pas du tout. Bien au contraire, le premier responsable, c'est le Congolais lui-même. Vous n'avez qu'à voir le comportement actuel. Je ne vais même pas remonter dans l'histoire parce qu'il y en a plusieurs. Mais par exemple, en ce moment-ci, vous voyez que l'Église catholique s'est mise debout, sentant le vide, le manque de responsabilité de la classe politique interne. Elle s'est mise debout pour se mettre en opposition face à ce qui se passe. Et toute cette classe politique-là, qu'est-ce qu'il trouve à faire? Ils cherchent par tout prix comment trouver un moyen d'anéantir la démarche des catholiques, qui est une démarche noble, et ils préfèrent négocier, prendre des raccourcis, négocier pour retrouver leur compte. Donc, ceux qui font cela, ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Congolais. Autrement dit, on peut les appeler abusivement des nègres de service, parce que pour eux, ce sont des gens sans idéal, en fait, qui ont décidé que la politique, c'est une affaire c'est un business, quoi, puisque il faut s'en mettre plein la poche et puis s'occuper de son petit précaré. Et puis voilà, il n'y a pas de gens, il n'y a pas d'hommes vraiment avec un idéal. Je suis souvent très rigoureux par rapport à la classe politique interne. Euh, c'est à juste valeur. Donc,
je suis comme vous, je pars de ce principe en disant que la responsabilité de tout ce qui arrive au Congo commence par les Congolais eux-mêmes, de par notre comportement face à notre pays. Ben, Monsieur Kabongo, le diagnostic avait été posé par le cardinal Mosengo, hein, je pense que c'était autour des élections de 2011. Il a parlé d'une profonde crise des leaderships au Congo. Donc c'est un leadership qui ne concernerait pas uniquement les personnels politiques, mais qui irait au-delà. On le voit même de dans la société civile au-delà. On ne voit pas des gens qui s'élèvent avec un projet concret pour essayer de tirer ces pays-là par le haut, hein. Et des derniers événements, on a comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui ressort du lot. C'est le cardinal lui-même parce que il semble qu'il y ait une dynamique maintenant autour de lui. Oui, le cardinal, en tout cas, est resté après Étienne Tshisekedi, bien sûr, qui fut notre président, à moi et à toi, personnellement, parce que nous avons tant milité dans le parti qui est l'UDPS, qui est aujourd'hui malheureusement l'ombrage de lui-même, peut-être qu'on pourra y revenir. Donc, à part notre président à qui on a travaillé pour pouvoir qui puisse accéder à la magistrature suprême, le dernier rempart qui est resté, c'est le cardinal, permettez-moi, et c'est pour ça qu'il faut assister le cardinal. Le cardinal a besoin, c'est en fait pour que le Congo, je reformulerai ceci de cette manière. Le Congo ne maîtrise pas son processus politique depuis bien très longtemps. Et à travers le cardinal, il y a une possibilité pour que les Congolais se réapproprient du processus politique de leur pays afin de faire véritablement de ce no man's land là un véritable État et avec un leadership responsable qui peut tirer le pays par le haut. Je n'ai pas dit que c'est le cardinal qui doit le faire, mais certainement pour le moment, c'est lui qui permet, il est le passage nécessaire, si on veut, pour qu'on puisse arriver à émerger dans une autre dynamique. Parce que depuis la nuit de tous les temps, nous sommes réactionnaires par rapport à tout ce qui arrive à notre pays. Or, maintenant, avec l'arrivée du cardinal et de cette dynamique catholique, vous sentez que c'est de l'autre côté qui sont réactionnaires parce que nous sommes actionnaires. Nous posons des actions et ils réagissent. Vous sentez de ce côté-là, du côté du gouvernement, l'agitation, l'énervement, vous sentez vraiment en eux l'impatience même et l'intolérance. C'est parce qu'ils sont réactionnaires. Et nous posons les actions. Et à partir de là, sur l'aspect psychologique, déjà, c'est une victoire. Donc, nous devons continuer à aller dans ce sens-là si on veut vraiment aboutir à quelque chose de solide. Parce que c'est de là que peut renaître véritablement une classe politique responsable qui pourra alors avoir un projet ambitieux pour ce pays qui est totalement détruit. Monsieur Gabon, tout à l'heure vous avez parlé de l'UDPS, hein. Justement, on va en dire un mot. On a ce parti qui, comme vous l'avez dit, hein, qui n'est pratiquement plus que l'ombre de lui-même, miné par les divisions. Il fait partie maintenant du projet parce que il co-gère avec Kabila cette transition et il semble être dans une posture aujourd'hui d'assumer une partie du passif de Kabila. Parce que je m'explique, toutes les victimes, hein, toutes les personnes qui ont été, les manifestants qui ont été massacrés ces derniers temps, hein, les 3 derniers mois, ils sont sous un gouvernement dirigé par quelqu'un qui vient du label, hein, UDPS. Est-ce que ce n'est pas un danger que de pouvoir assumer un passif aussi, d'assumer en partie ces passifs lourds du kabylisme? Ouais, le danger, il est là. Et écoutez, moi je pense que ce qui arrive à l'IDPS, c'est tout simplement, nous sommes arrivés à la fin d'un cycle qui a été évidemment incarné par un leader très charismatique. Et avec lui, c'était un modèle.
Et ce modèle-là, moi, je pense qu'il avait touché sa fin en 2011. Et par conséquent, maintenant, je vous rejoins juste parce que vous aviez dit par le cardinal, quand il parlait d'une crise de leadership déjà en 2011. Par conséquent, moi, les gens n'ont pas cherché, nous les cadres, en fait, à l'UDPS, les gens se sont juste arrêtés sur le fait que voilà, nous avons été dribblés enfin, on n'a pas voulu reconnaître notre victoire parce que c'était le président qui avait bien gagné. Et il s'arrête là et il continue à taper, à utiliser les mêmes méthodes, à essayer en tout cas de reproduire les mêmes méthodes qu'on a utilisées jadis. Or, ces méthodes, ce modèle-là sont obsolètes à ces jours-ci parce que les enjeux ont changé beaucoup depuis 2011. Donc, il faut un autre modèle. Donc, si l'IDPS doit survivre et renaître de ses cendres, c'est à travers un renouveau, un nouveau leadership, un nouveau modèle et une nouvelle pensée. C'est ce que nous avions commencé à proposer depuis 2012, qui a créé même cette crise dont tu connais bien, parce que on remettait en cause en fait le statu quo en termes de leadership, parce que nous n'étions pas d'accord, on ne voulait pas reproduire l'éternel échec. Mais bon, faute de ce qui s'est passé, donc nous sommes encore dans ce combat, si vous voulez, ces clashs de courant et de vision. Et en attendant, ceux qui sont aux manettes de pouvoir, par faute d'idéal, compromettent l'héritage du parti et voilà que nous sommes souillés avec les résultats qui se passent au pays, parce que tous ces morts, comme vous le dites bien, d'une manière ou d'une autre, nous serons comptables parce que nous avons un des nôtres qui est supposément chef du gouvernement au pays. Vous voyez le danger. Mais tout ça sont des ramifications de la mauvaise gestion de la situation depuis 2011. Mais est-ce que ne faudrait-il pas procéder à ce qu'on appelle un droit d'inventaire? Parce que on a comme l'impression que, comme tu l'as dit, nous sommes passés d'un modèle assez paternaliste, d'un charisme, d'une personne qui, par sa personnalité, écrasait tout autour de lui. Et on a l'impression qu'on voudrait reproduire ces modèles-là via la filiation. Est-ce que cela, C'est ça le danger. est-ce que cela marcherait? Non, ça ne peut plus marcher, Étienne. C'est ça le danger, même. Mais c'est ça même, pour nous qui sommes du parti, on connaît cette tension. C'est ça la tension. C'est qu'il y en a bon, c'est facile de rester dans le statu quo, puisqu'on se dit qu'on est passé aux portes du pouvoir et qu'on était vraiment là, et par conséquent, il faudrait refaire. Mais nous, comme on dit, qui avions mis le leadership en cause, disons voilà, ce modèle est obsolète, il faudrait avoir véritablement une réforme et voir les choses autrement, aller d'une manière beaucoup plus progressiste pour un parti de masse, observons comment les autres partis de masse fonctionnent et inspirons-nous de l'histoire parce qu'on ne la change pas pour pouvoir améliorer de telle manière. Et de cette manière-là, je pense que nous allons arriver à la terre promise. Mais, bon, par faute peut-être de vision ou d'ambition par rapport sociétal, je peux dire, bon, les gens se cramponnent par on essaie de faire revivre en fait notre président par sa filiation ou par idéal ou par idéologie, vous entendrez. Mais est-ce qu'il ne serait pas bon on le voit, on observe sur les terrains, depuis quelques années, sont apparus des mouvements des jeunes qui sont assez actifs sur le terrain, on les voit, par exemple avec les Filimbi, les Loucha, et on l'a vu même, Rossi Mukendi qui vient d'être tué, il n'a aucune filiation dans un parti politique, c'est quelqu'un qui avait son propre mouvement collectif 2016 et qui était, parce qu'on les connaissait peut-être d'ici en Belgique, on ne les connaissait pas beaucoup, mais on les découvre maintenant parce que malheureusement, en raison de cette situation de son assassinat, en creusant un peu plus, on se rend compte que c'est quelqu'un qui faisait un travail de terrain. Un travail de terrain autour de lui, dans sa communauté, en Gaba, et qui s'est battu pour les gens autour de lui.
et que son action, euh, voilà, elle n'avait aucune filiation par rapport à un mouvement politique, un parti politique, mais c'était un regroupement comme ça, des gens qui se prenaient en charge. Le problème qui est là, ce que tu dis est tout à fait correct, Étienne, mais le problème qui est là, c'est-à-dire quand vous avez un parti grand comme le nôtre, un parti de masse, qui n'est pas bien géré, vous ne vous faites pas ressentir. Notre perte de vitesse, si on peut dire, elle commence depuis longtemps. Elle a été masquée parce qu'on avait un leader charismatique qui savait se mettre debout et ringuer les foules et on était reparti. Même déjà en 2011, nous étions en mauvaise posture, mais parce que le président était ce qu'il était, c'est comme ça qu'on a pu euh, euh, gagner. Maintenant, le travail de fond, on ne le fait plus. Si ce n'est que peut-être certains, par rapport à leur base respective, mais on devrait, c'est là que je ne cesse d'insister par rapport au modèle. Parce que petit à petit, nous, on a tendance à croire que on est invincible, mais petit à petit, nous sommes en train d'être rongés et nous perdons notre place en tant que le grand parti qui pouvait amener certainement le peuple congolais à la terre promise. Donc c'est vraiment, il est indispensable de pouvoir au moins changer d'alternative, de modèle et de le faire vite, au défaut de disparaître, parce que là, nous sommes en voie de disparition. Très bien, voilà, un mot de la fin, hein. Dans 9 mois, en théorie, il y aurait les élections. Quelle lecture vous avez? Je pense que c'est une question que je vous pose régulièrement. On a l'impression que nous sommes dans une espèce de farce politique parce que les dernières nouvelles, c'est la fameuse machine automatique qui ne marcherait pas et voilà, on s'équerelle autour de la machine automatique. Mais entre-temps, l'échéance est de 9 mois. Du côté des kabylistes, on ne sait pas qui sera candidat. Kabila lui-même ne dit rien sur son avenir politique. Le 9 prochain mois, comment vous le voyez? Moi, je dirais ça, mon cher Étienne, la meilleure façon pour un politicien de pouvoir réussir, c'est de savoir anticiper. Pour le moment, nous sommes en train d'être floués. 9 mois, si une nuit est une éternité en politique, pensez-vous, je vous laisse deviner qu'est-ce que 9 mois ça est. Il y a plusieurs moyens d'arriver à la terre promise, si on peut dire. Et je fais allusion toujours aux élections. Il y a ce qu'on appelle les insurrections électorales et il y a ce que certains appellent insurrections populaires. Mais vous regardez, par exemple, ce que Hugo Chavez avait pu faire, c'était une insurrection électorale. Donc, je n'ai pas dit qu'il fallait nécessairement reproduire ce modèle, mais j'ai dit que on peut être surpris et qu'en dernière minute, la situation devient plus ou moins favorable pour qu'il y ait des élections. Et, ce désordre qui est entretenu maintenant est fait peut-être à dessein. Et en dernière minute, toutes les choses se mettent en place et c'est parti très vite. Et nous, on se retrouve en perte de vitesse et vous perdez, mais vous perdez lamentablement. Donc, ce que nous devrions faire, c'est qu'en même temps, nous appuyons le cardinal, mais tout en restant conscients qu'il pourrait y avoir une possibilité d'avoir des élections et nous devons se préparer en conséquence. C'est très Mais est-ce que, important. en parlant du cardinal, est-ce que le cardinal ne devrait pas, bon, comme bientôt il va céder sa place, il aura plus de liberté, est-ce qu'il ne pourrait pas se prononcer clairement, hein, peut-être dans les 3 mois qui viennent, pour que son projet, hein, qu'il présente d'une véritable rupture, hein, puisse se concrétiser euh, avec le peuple? C'est possible. C'est ce que j'ai dit. Si une nuit en politique est une éternité, donc 9 mois, vous pouvez vous rendre compte de ce que c'est. Donc, c'est pas ce que le cardinal pense réellement. Est-ce que veut-il faire cela? Mais en tout cas, nous savons qu'il est engagé. Mais ne reproduisons pas les mêmes erreurs que nous avons produites avec le feu président Etienne Tshisekedi en fonction de l'âge. Vous voyez, le cardinal est très avancé en âge. Il y a le poids de l'âge, il y a le poids de la fatigue du travail. Il peut vouloir faire certaines choses
mais peut-être que simplement, il peut être fatigué. C'est ce qui est arrivé avec le président et par conséquent, nous devons être extrêmement actifs. Et puis, au moment opportun, on va voir. Si, certainement, pour le moment, c'est le cardinal qui a le flambeau. Et nous devons l'appuyer dans ce sens. Mais si c'est pour aller éventuellement déboucher sur une transition, bon, c'est lui qui a le flambeau. Mais si c'est pour réellement créer un climat sain, pour qu'on puisse avoir une élection, je dirais entre guillemets plus ou moins libre et transparente, nous devons appuyer dans ce sens. Donc voilà pourquoi nous devons être extrêmement actifs en ce moment-ci pour commencer vraiment à se ressaisir. Parce que c'est vrai, vous avez parlé des mouvements collectifs et tout ça. Quand vous prenez la dimension du pays, je dis encore que l'IDPS a un avantage parce que nous sommes implantés sur tout le pays. Donc, si vraiment on présente un véritable modèle et une réforme ambitieuse, je pense qu'on peut se rattraper. Je pense que c'est possible, mais il faudra encore faire beaucoup de travail. Très bien, voilà, hein, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Monsieur Dominique Kabongo. Je rappelle que vous êtes analyste politique et que vous vivez au Canada. C'est bien cela, hein? Bien ça. J'habite Toronto, oui. Je vous remercie pour cette tribune. Mes salutations à tous nos confrères compatriotes congolais à travers le monde, au pays, à l'extérieur, qui se battent véritablement pour l'avènement d'une démocratie chez nous au pays. Merci à vous, la presse, Étienne et tous les autres confrères qui nous accordent la tribune pour pouvoir passer notre message. Restons soudés et continuons à avancer, espérons pour un Congo meilleur. Merci bien. Merci, au revoir. Au revoir.